sont derrière les cacahuètes. Charles, je peux te demander éventuellement de faire une vidéo là-bas. Ça sera gêné pour le moment si vous êtes filmé. On te verra mieux. Merci. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdamoiseaux, bonsoir. Alors, oui, je me présente. Alexandre Virapin, je suis comédien. Et Charles Meunier, comédien aussi. Comédien aussi. Tout d'abord, on remercie Ariane et la passerelle de nous avoir demandé de venir et de nous avoir accueillis si bien, si gentiment. On est très content d'être là. Alors ce soir, soirée donc placée sous le signe du théâtre, avec un sujet qui nous a été donné, l'autre. Alors l'autre. Moi, quand on m'a dit le sujet c'est l'autre, je me suis dit Qu'est-ce qu'on va faire? qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a écarté toutes les dimensions philosophiques de l'autre. On s'est dit que c'était pas le sujet, enfin c'était pas. Nous on n'était pas spécialement qualifiés pour venir parler de ça, enfin, moi personnellement. Quoique très philosophe dans l'âme, je me suis dit que c'était pas trop mon but ce soir. Alors on s'est interrogé sur que représente l'autre pour nous. Alors pour nous, les hommes, donc, que représente l'autre? L'autre en un mot, par exemple. Et comment les autres retranscrivent l'autre à travers le théâtre? Voilà, absolument. Comment les gens, les hommes, ont retranscrit et ont parlé de l'autre à travers les pièces de théâtre, parce que bon, nous c'est ce qui nous intéresse, on va faire les peintures et les gravures aussi, mais on a fait les pièces de théâtre. Parce que c'est notre truc, quoi. Ah, voilà, c'est ça. Mais si on dit l'autre en un mot, qu'est-ce que ça évoque pour vous déjà? Pour qu'on commence. Qu'est-ce que ça évoque pour vous en un mot, l'autre? En un mot? Sans la l'apostrophe? Ouais. Compact, sans l'apostrophe? Non, mais l'autre. Juste, on te dit l'autre, à quel mot tu peux penser en rapport avec l'autre? Si on me dit l'autre, je dis inconnu, par exemple. Je dirais homme, j'imagine. Homme, Différent. différent. Alter ego. Alter ego. En deux mots. Bien vu. Tu choisis ego ou alter? C'est ça. Alter, ok, d'accord. Lui. Pardon? Lui. C'est un peu... Non mais, comme quoi ça varie. Sur le masculin. Nous on a parlé, en fait on va parler en particulier donc à travers les différents textes qu'on a trouvés, on va parler donc de Dieu, du sexe opposé, du camarade, du compagnon, de l'inconnu, de celui qui aide, de celui qui est dans le conflit, du pouvoir, enfin du rapport entre celui qui a le pouvoir et celui qui ne l'a pas, et enfin l'autre qui sommeille en nous, donc la schizophrénie et tout ce qui s'y Pas apparente. forcément jusque-là, mais Voilà. dans l'idée. Quoi. Et pour commencer, donc on va commencer avec un texte de Marivaux, donc un texte classique, de La surprise de l'amour, dans lequel Lélio, donc, que je vais interpréter, et son valet Arlequin sont en retraite à la campagne parce qu'ils ont eu un grand chagrin d'amour. Voilà. Le temps est sombre aujourd'hui. Ma foi, oui, il est aussi mélancolique que nous. On n'est pas toujours dans la même disposition. L'esprit, aussi bien que le temps, est sujet à des nuages. Pour moi, comme mon esprit va bien, je ne m'embarrasse guère du brouillard. Tout le monde est assez de même. Mais je trouve toujours le temps vilain quand je suis triste. Ah, c'est que tu as quelque chose qui te chagrine. Non. Tu n'as donc point de tristesse. Aussi fait. Dis donc pourquoi? Pourquoi? En vérité, je n'en sais rien. C'est peut-être que je suis triste de ce que je ne suis pas gai. Allez, basta. Tu ne sais ce que tu dis. Avec cela, il me semble que je ne me porte pas bien. Ah, si tu es malade, c'est une autre affaire. Alors, je ne suis pas malade non plus. Hein. Es-tu fou? Si tu n'es pas malade, comment trouves-tu donc que tu ne te portes pas bien? Tenez, monsieur. Je bois à merveille. Je mange de même, je dors comme une marmotte, voilà ma santé. C'est une santé de crocheteur. Un honnête homme rêverait de l'avoir. Cependant, je ne me sens pesant et lourd, j'ai une fainéantise dans les membres, je bâille sans sujet, je n'ai du courage qu'à mes repas, tout me déplaît, je ne vis pas, je traîne. Quand le jour est venu, je voudrais qu'il fût nuit, quand il est nuit, je voudrais qu'il fût jour. Voilà ma maladie. Voilà comment je me porte bien et mal. Je t'entends. C'est un peu d'ennui qui t'a pris. Cela se passera. As-tu sur moi ce livre qu'on m'a rapporté de Paris? Réponds donc. Monsieur,
avec votre permission, que je passe de l'autre côté. Pourquoi? C'est que, pour ne pas voir sur cet arbre deux petits oiseaux qui sont amoureux, cela me tracasse. J'ai juré de ne plus faire l'amour, mais quand je le vois faire, j'ai presque envie de manquer de parole à mon serment. Cela me raccommode avec ces pestes de femmes, et puis c'est le diable qui me relâche contre elles. Oh mais mon cher Arlequin, me crois-tu plus exempt que toi de ces petites inquiétudes-là? Je me ressouviens qu'il y a des femmes au monde, qu'elles sont aimables, et ce ressouvenir ne va pas sans quelques émotions de cœur. Mais ce sont ces émotions-là qui me rendent inébranlable dans la résolution de ne plus voir de femmes. Pardi, cela me fait tout le contraire à moi. Quand ces émotions-là me prennent, c'est alors que ma résolution branle. Enseignez-moi donc à me faire mon profit comme vous. Oui, Da, mon ami. Je t'aime. Tu as du bon sens, quoique un peu grossier. L'infidélité de ta maîtresse t'a rebuté de l'amour. La trahison de la mienne m'en a rebuté de même. Tu m'as suivi avec courage dans ma retraite et tu m'es devenu cher par la conformité de ton génie avec le mien et par la ressemblance de nos aventures. Et moi, monsieur, je vous assure que je vous aime 100 fois plus aussi que de coutume. À cause que vous avez la bonté de m'aimer tant, je ne veux plus voir de femme, non plus que vous. Cela n'a point de conscience. J'ai pensé à crever de l'infidélité de Margot. Les passe-temps de la campagne, votre conversation et la bonne nourriture m'ont un peu remis. Je n'aime plus cette Margot, seulement quelquefois, son petit nez me trotte encore dans la tête. Mais quand je ne songe point à elle, je n'y gagne rien, car je pense à toutes les femmes en gros, et alors les émotions de cœur que vous dites viennent me tourmenter. Je cours, je saute, je chante, je danse. Je n'ai point d'autre secret pour me chasser cela. Mais ce secret-là n'est que de longuant minotaine. Je suis dans un grand danger, et puisque vous m'aimez tant, ayez la charité de me dire comment je ferai pour devenir fort quand je suis faible. Ce pauvre garçon me fait pitié. Ah, sexe trompeur, tourmente ceux qui... Ce pauvre garçon me fait pitié. Ah, sexe trompeur, tourmente ceux qui t'approchent, mais laisse en repos ceux qui te fuient. Cela est trop raisonnable. Pourquoi faire du mal à ceux qui ne te font rien? Quand quelqu'un me vante une femme aimable et l'amour qu'il a pour elle, je crois voir un frénétique qui me fait l'éloge d'une vipère, qui me dit qu'elle est charmante et qu'il a le bonheur d'en être mordu. Fi donc, cela me fait mourir. Mais mon cher enfant, la vipère n'ôte que la vie. Femme, vous nous ravissez notre maison, notre raison, notre liberté, notre repos. Vous nous ravissez à nous-mêmes et vous nous laissez vivre. Ne voilà-t-il pas des hommes en bel état après, des pauvres fous? Des hommes troublés, ivres de douleur ou de joie, toujours en convulsion, des esclaves. Et à qui appartiennent ces esclaves? À des femmes. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme? Pour la définir, il faudrait la connaître. Nous pouvons aujourd'hui en commencer la définition, mais je soutiens qu'on en verra le bout qu'à la fin du monde. En vérité, c'est pourtant un joli petit animal que cette femme, un joli petit chat. C'est dommage qu'il ait tant de griffes. Tu as raison. Tu as raison, c'est dommage. Car enfin est-il dans l'univers de figures plus charmantes que de grâce, que de variété dans ces grâces. C'est une créature à manger. Voyez ces ajustements, jupe étroite, jupe en lanterne, coiffure en clocher, coiffure sur le nez, capuchon sur la tête, et toutes les modes les plus extravagantes. Mettez-les sur une femme, dès qu'elles auront touché la figure enchanteresse, c'est l'amour et les grâces qui l'ont habillée. C'est de l'esprit qui lui vient, jusqu'au bout des doigts. Cela n'est-il pas bien singulier? Oh, cela est vrai. Il n'y a, pardi, pas de livre qui ait tant d'esprit qu'une femme quand elle était en corset et en petites pantoufles. Quel aimable désordre d'idées dans la tête, que de vivacité, quelles expressions, que de naïveté. L'homme a le bon sens en partage, mais ma foi, l'esprit n'appartient qu'à la femme. À l'égard de son cœur, si les plaisirs qu'il nous donne étaient durables, ce serait un séjour délicieux que la terre. Nous autres hommes, la plupart, nous sommes jolis en amour. Nous nous répandons en petits sentiments doucereux. Nous avons la marotte d'être délicats. Parce que cela donne un air plus tendre. Nous faisons l'amour règlement, tout comme on fait une charge. Nous nous faisons des méthodes de tendresse. Nous allons chez une femme, pourquoi? Pour l'aimer? Parce que c'est le devoir de notre emploi. Quelle pitoyable façon de faire. Une femme ne veut ni être tendre, ni délicate, ni fâchée, ni bien aise. Elle est tout cela sans le savoir, et cela est charmant. Regardez-la quand elle aime, et quand elle ne veut pas le dire. Morbleu. Nos tendresses les plus babillardes approchent-elles de l'amour qui passe à travers son silence? Oh, monsieur, je m'en souviens. Margot avait si bonne grâce à faire comme cela la nigaude. Sous l'aiguillon de l'amour et du plaisir, notre cœur à nous autres est un vrai paralytique. Nous restons là comme des eaux dormantes qui attendent qu'on les remue pour se remuer. Le cœur d'une femme se donne sa secousse à lui-même. Il part sur un mot qu'on dit, sur un mot qu'on ne dit pas, sur une contenance.
Elle a beau vous avoir dit qu'elle l'aime, le répétera-t-elle? Vous la prenez toujours, vous ne le saviez pas encore, ici par une impatience, par une froideur, par une imprudence, par une distraction, en baissant les yeux, en les relevant, en sortant de sa place, en y restant. Enfin, c'est de la jalousie, du calme, de l'inquiétude, de la joie, du babil et du silence de toute couleur. Et le moyen de ne pas s'enivrer du plaisir que cela donne. Le moyen de se voir adoré sans que la tête vous tourne. Pour moi, j'étais tout aussi sot que les autres amants. Je me croyais un petit prodige. Mon mérite m'étonnait. Ah, qu'il est mortifiant d'en rabattre. C'est aujourd'hui ma bêtise qui m'étonne. L'homme prodigieux a disparu, et je n'ai trouvé qu'un dupe à sa place. Eh bien, monsieur, que si, que mi, voilà mon histoire. J'étais tout aussi sot que vous. Vous faites pourtant un portrait qui fait l'envie de l'original. Butor que tu es, ne t'ai-je pas dit que la femme était aimable? Qu'elle avait le cœur tendre et beaucoup d'esprit? Oui, est-ce que tout cela n'est pas joli? Mais non, tout cela est affreux! Bon, c'est que vous voulez m'attraper peut-être. Mais non, ce sont là les instruments de notre supplice. Dis-moi, mon pauvre garçon, si tu trouvais sur ton chemin un peu d'or d'abord, un peu plus loin de l'argent, un peu plus loin des perles, et que cela te conduisit à la caverne d'un monstre, d'un tigre si tu veux, est-ce que tu ne haïrais pas cet argent, cet or et ces perles? Bon, je ne suis pas si dégoûté, je trouverais cela fort bon. Il n'y aurait que le vilain tigre dont je voudrais pas. Mais je prendrais vitement quelques milliers d'écus dans mes poches et je laisserais là le reste et je décamperais bravement après. Oui, mais tu ne saurais point qu'il y a un tigre au bout, et tu n'auras pas plutôt ramassé un écu que tu ne pourras t'empêcher de vouloir le reste. Oh, Philippe, fille par la mort bleue, c'est bien dommage. Voilà un sot trésor de se trouver sur ce chemin-là. Pardi qu'il aille au diable, hein. Et l'animal avec. Mon enfant, cet argent que tu trouves d'abord sur ton chemin, c'est la beauté. Ce sont les agréments d'une femme qui t'arrête. Cet or que tu rencontres encore, ce sont les espérances qu'elle te donne. Enfin, les perles, c'est son cœur qu'elle t'abandonne avec tous ses transports. Garde l'animal. Le tigre enfin paraît après les perles. Et ce tigre, c'est un caractère perfide, retranché dans l'âme de ta maîtresse. Il se montre, il t'arrache le cœur, il déchire le tien, adieu tes plaisirs. Il te laisse aussi misérable que tu croyais être heureux. Ah, c'est justement la bête que Margot a lâchée sur moi pour avoir aimé son argent, son or et ses perles. Les aimeras-tu encore? Hélas, monsieur, je ne songeais pas à ce diable qui m'attendait au bout. Quand on n'a pas étudié, on ne voit pas plus loin que son nez. Quand tu seras tenté de revoir des femmes, souviens-toi toujours du tigre. Et regarde tes émotions de cœur comme une envie fatale d'aller sur sa route et de te perdre. Oh, voilà qui est fait. Je renonce à toutes les femmes et à tous les trésors du monde. Et je m'en vais boire un petit coup pour me fortifier dans cette bonne pensée. Voilà pour... Donc le prochain texte, excuse-moi. Le prochain texte, c'est Plume de Henri Michaud. Plume au restaurant. Et là, c'est... Ici, c'est comment mon comportement change en fonction des autres. Vous allez voir. Plume déjeunait au restaurant. Quand le maître d'hôtel s'approcha, le regarda sévèrement et lui dit d'une voix basse et mystérieuse: « Ce que vous avez là dans votre assiette ne figure pas sur la carte. » Plume s'excusa aussitôt. « Voilà, dit-il. Étant pressé, je n'ai pas pris la peine de consulter la carte et j'ai demandé à tout hasard une côtelette, pensant que peut-être il y en avait, ou que sinon on en trouverait aisément une dans le voisinage, mais prêt à demander toute autre chose si les côtelettes faisaient défaut. Le garçon, sans se montrer particulièrement étonné, s'éloigna et me l'apporta peu après. Et voilà. Naturellement, je la paierai le prix qu'il faudra, c'est un beau morceau, je ne le nie pas, je paierai son prix sans hésiter. Si j'avais su, j'aurais volontiers choisi une autre viande, ou simplement un œuf. De toute façon, maintenant je n'ai plus très faim, je vais vous régler immédiatement. Cependant, le maître d'hôtel ne bouge pas. Plume se trouve atrocement gêné. Après quelque temps, relevant les yeux... Ah, c'est maintenant le chef de l'établissement qui se trouve devant lui. Plume s'excusa aussitôt. « J'ignorais, dit-il, que les côtelettes ne figuraient pas sur la carte. Je ne l'ai pas regardé, parce que j'ai la vue fort basse et que je n'avais pas mon pince-nez sur moi. Et puis, lire me fait toujours un mal atroce. J'ai demandé la première chose qui m'est venue à l'esprit, et plutôt pour amorcer d'autres propositions que par goût personnel. Le garçon, sans doute préoccupé, n'a pas cherché plus loin, il m'a apporté ça, et moi-même d'ailleurs, tout à fait distrait, je me suis mis à manger, enfin... Je vais vous payer, vous-même, puisque vous êtes là. » Cependant, le chef d'établissement ne bouge pas. Plume se sent de plus en plus gêné. Comme il lui tend la main, il voit tout d'un coup la manche d'un uniforme. C'est un agent de police qui est devant lui. Plume s'excuse aussitôt. Voilà, il était entré par là pour se reposer un petit peu. Tout à coup, on lui crie à brûle-pourpoint. « Et pour monsieur, ce sera un boc. Et dit-il, et après ?»
Plutôt pour s'en débarrasser qu'autre chose, il dit une côtelette. Il n'y songeait déjà plus quand on lui la apporta dans son assiette. Alors ma foi, comme c'était là devant lui, écoutez, si vous vouliez essayer d'arranger cette affaire, vous seriez bien gentil. Voici pour vous. Et il lui tend un billet de 100 francs. Ayant entendu des pas s'éloigner, il se croyait déjà libre. Mais c'est maintenant le commissaire de police qui se trouve devant lui. Plume s'excuse aussitôt. Il avait pris un rendez-vous avec un ami, il l'avait vraiment cherché toute la matinée. Alors comme il savait que son ami, en revenant du bureau, passerait par cette rue, il était entré ici, avait pris une table près de la fenêtre et comme d'autre part l'attente pouvait être longue et qu'il ne voulait pas avoir l'air de reculer devant la dépense, il avait commandé une côtelette pour avoir quelque chose devant lui. Pas un instant il ne songeait à consommer, mais l'ayant devant lui, machinalement, sans se rendre compte le moins du monde de ce qu'il faisait, il s'était mis à la manger. Faut savoir que pour rien au monde il n'irait au restaurant. Il ne déjeune que chez lui. Non, c'est un principe. Il s'agit ici d'une pure distraction, comme il peut en arriver à tout homme énervé, une inconscience passagère. Rien d'autre. Mais le commissaire ayant appelé au téléphone le chef de la sûreté, « Allons, dit-il à Plume en lui tendant l'appareil, expliquez-vous une bonne fois, c'est votre seule chance de salut. » Et un agent le poussant brutalement lui dit, « Il s'agira maintenant de marcher droit, hein ?» Et comme les pompiers faisaient leur entrée dans le restaurant, le chef d'établissement lui dit, « Voyez quelle perte pour mon établissement, une vraie catastrophe !» Et il montrait la salle que tous les consommateurs avaient évidemment quittée sans hâte. Ceux de la secrète lui disaient « Ça va chauffer, nous vous prévenons, il vaudra mieux confesser toute la vérité. Ce n'est pas notre première affaire, croyez-le. Quand ça commence à prendre cette tournure, c'est là que c'est grave. » Cependant, un grand rustre d'agent par-dessus son épaule lui disait « Écoutez, je n'y peux rien, c'est l'ordre. Si vous ne me parlez pas dans l'appareil, je cogne. Vous avez entendu? Avouez. Vous êtes prévenu. Si je ne vous entends pas, je cogne. » Voilà. Le prochain texte, on va vous le jouer. C'est un texte de Büchner, c'est Léon Séléna de Büchner. Et donc c'est la rencontre entre Léonce qui est un prince, un riche prince qui je crois, va bientôt hériter de la couronne et qui est complètement désabusé, et il va rencontrer ce libertin, ce mec qui vit comme ça au jour le jour et qui n'a ni maître, ni loi, ni quoi que ce soit. Valério. Alors, c'est marche. Oui, C'est que ça. m'avez-vous compris? Parfaitement. Bon, alors, parlons d'autre chose. Pendant ce temps, je vais m'étendre sur le gazon et laisser mon nez fleurir entre les brins d'herbe, afin d'en percevoir des sensations romantiques quand abeilles et papillons s'y balanceront comme sur une rose. Oh, mais mon ami, ne respirez pas si fort. Sans quoi les énormes prises que vous tirez des plantes vont condamner abeilles et papillons à mourir de faim. Oh, monsieur, j'ai un tel sentiment de la nature. L'herbe se dresse avec tant de grâce qu'on voudrait être un bœuf pour la manger. Et puis de nouveau être un homme pour manger le bœuf qui s'est nourri d'une telle herbe. Oh, malheureux. Toi aussi, l'idéal semble te travailler. Oh, c'est une misère. On ne peut pas sauter du haut d'un clocher sans se rompre le cou. Non, on ne peut pas manger 4 livres de cerises avec les noyaux sans avoir mal au ventre. Voyez-vous, monsieur, je serais capable de m'asseoir dans un coin et de chanter du soir au matin. Ah tiens, il y a une mouche sur le mur. Tiens, il y a une mouche sur le mur. Tiens, il y a une mouche sur le mur. Tiens, il y a une mouche sur le mur. Tiens, il y a une mouche sur le mur. Tiens, il y a une mouche sur le mur. Tiens, il y a une mouche sur le mur, sur le mur, sur le mur, sur le mur. Tiens, il y a une mouche sur le mur. Tiens. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, bah un peu avec ta chanson. Elle te rendra fou. On serait du moins quelque chose là. Un fou. Un fou.
Qui veut troquer sa folie contre ma raison? Oh, je suis Alexandre le Grand. Oh, voyez comme le soleil pose sur mes cheveux une couronne d'or. Comme mon uniforme étincelle. Monsieur le généralissime Sauterelle, faites avancer les troupes. Monsieur le ministre des Finances Tarentule, j'ai besoin d'argent. Oh, très estimée dame d'honneur libellule, que devient ma chère épouse, Rama Haricot? Oh, mon cher docteur Cantaride, je suis fort en peine d'un prince héritier. Et en échange de ces délicieuses fantaisies, on aurait bonne soupe, bonne viande, bon pain, bon lit. Et les cheveux rasés pour rien. À l'asile, vais-je dire. Tandis qu'avec ma saine raison, je pourrais tout au plus me louer pour aider les fruits à mûrir sur un cerisier. Pour que les trous de ta culotte fassent rougir les cerises de honte. Mais mon ami, ton métier, ton occupation, ton état, ton art. Monsieur, ma grande affaire, c'est l'oisiveté. Je suis extraordinairement habile dans le farniente et doué d'une persévérance inouïe dans la paresse. Pas une seule ampoule ne déshonore mes mains. Le sol n'a jamais vu une goutte tomber de mon front. Je suis encore vierge quant au travail. Et si ce ne m'était une trop grande peine, je prendrais la peine de vous expliquer mes mérites. Oh, bien sûr, mon cœur. Oh, es-tu l'un de ces êtres qui avancent sur la route de la vie, malgré les sueurs, les poussières, en gardant le front pur, tels les dieux valeureux qui entrent dans l'Olympe avec des torses et des semelles étincelantes? Oh, viens, c'est mon cœur. Oh, tiens une mouche sur le mur. Voilà. Voilà, donc ça c'était Buchner. Buchner. Maintenant, on va passer à une autre lecture. Un texte de Nathalie Sarraute. Pour un oui, pour un non. C'est possible d'avoir un tout petit peu de lumière. Merci. Celle-ci. Non mais ça va. Ça va les gens, c'est parfait. Même le méchant. Merci. Je suis mal à l'aise. Alors bah, pour l'instant, je vais l'expliquer un petit peu. Donc ce texte, c'est entre deux personnes dont on ne connaît, enfin les rapports ne sont pas signifiés, pardon. Donc on imagine que ce sont des amis. C'est une sorte de dispute entre deux amis. Voilà. Écoute, je voulais te demander, c'est un peu pour ça que je suis venu, je voudrais savoir, que s'est-il passé? Enfin, qu'est-ce que tu as contre moi? Rien. Pourquoi? Je sais pas, il me semble que tu t'éloignes, hein, tu ne fais plus jamais signe, toujours que ce soit moi. Non mais tu sais bien, je prends rarement l'initiative, j'ai peur de déranger. Mais pas avec moi. Enfin, tu sais que je te le dirai, enfin, nous n'en sommes tout de même pas là, non, enfin, je sens qu'il y a quelque chose. Et que veux-tu qu'il y ait? Bah, c'est justement ce que je me demande, hein. J'ai beau chercher, jamais depuis tant d'années, hein, il n'y a jamais rien eu entre nous, rien dont je me souvienne. Moi par contre, il y a des choses que j'oublie pas. Alors, t'as toujours été très chic, hein. Il y a eu des circonstances. Et qu'est-ce que c'est? Enfin, toi aussi, tu as toujours été parfait, un ami sûr. Hein. Tu te souviens comme on attendrissait ta mère? Ma pauvre maman. Elle t'aimait bien. Elle me disait, lui au moins c'est un vrai copain. Tu pourras toujours compter sur lui. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors? Alors, que veux-tu que je te dise? Bah, si, enfin, dis-moi. Je te connais trop bien, il y a quelque chose de changé. Tu étais toujours à une certaine distance de tout le monde, du reste, mais maintenant avec moi. Enfin, encore l'autre jour au téléphone, tu étais à l'autre bout du monde et ça me fait de la peine, tu sais. Non mais moi aussi ça me fait de la peine, figure-toi. Ah, tu vois, j'ai donc raison. Mais que veux-tu, je t'aime tout autant, tu... Crois pas ça. Et c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort? Pourquoi ne veux-tu pas le dire? Enfin, il y a donc eu quelque chose. Non, vraiment, enfin rien qu'on puisse dire. Et c'est quand même. Mais non, je veux pas. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Mais non, me force pas. C'est donc si terrible. Mais non, c'est pas terrible, c'est pas ça. Ah, qu'est-ce que c'est alors? Mais c'est plutôt que c'est rien, c'est ce qui s'appelle un rien. Ce qu'on appelle ainsi, quoi. En parler, seulement évoquer ça, de quoi on aurait l'air, hein?
Personne, du reste, personne ne l'ose. On n'en entend jamais parler. Eh bien, je te demande, au nom de tout ce que tu prétends que j'ai été pour toi, au nom de ta mère, de nos parents, qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-le, enfin, tu me dois ça. Je te dis, c'est rien qu'on puisse dire. Rien dont il me soit permis de parler. Allons, vas-y. Bah c'est juste des mots. Des mots. Entre nous. Ne me dis pas qu'on a eu des mots, enfin, ce n'est pas possible, et je m'en serais... Mais non, pas des mots comme ça. D'autres mots, pas ceux dont on dit qu'on les a eus. Des mots justement qu'on n'a pas eus. Voilà, des mots qu'on n'a pas eus. Mais lesquels? Quels mots? Tu me fais languir, tu me Mais taquines? non, je te taquine pas. Mais si je te le dis, je te l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui se passera? Tu me dis ce que c'est? Mais justement, c'est rien. Et c'est justement à cause de ce rien. Ah, on y arrive. C'est à cause de ce rien que tu t'es éloigné, enfin, que tu as voulu rompre avec moi. Oui. Oui, c'est à cause de ça. Tu comprendras jamais. Personne du reste ne comprendra Et jamais. c'est toujours... Je suis pas si haut. Bon, si pour ça, vous l'êtes tous. Alors, chiche. On verra. Eh ben. Tu m'as dit, il y a quelque temps, tu m'as dit, tu vois, je me suis vanté. Je me suis vanté de je ne sais plus quoi. Je me suis vanté de je ne sais plus quel succès, oui. Histoire dérisoire. Quand t'en ai parlé, tu m'as dit, ça. C'est bien, ça. Répète-le, je t'en prie, hein, j'ai du mal à entendre. Tu m'as dit, c'est bien, ça. Juste avec suspens, cet accent. Attends, c'est pas vrai, attends, on peut pas être... Enfin... Tu vois, c'est pas possible. tu vois, je te l'avais bien dit. À quoi bon? Non, mais vraiment, enfin, ce n'est pas une plaisanterie, hein, tu parles sérieusement. Mais oui, très sérieusement, très sérieusement. Écoute, dis-moi si j'ai rien. Si je me trompe. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite d'ailleurs? Peu importe, une réussite quelconque. Et alors je t'aurais dit c'est bien ça. Non, pas tout à fait ainsi. Tu m'as pas dit c'est bien ça. Il y avait entre c'est bien et ça, il y avait un intervalle un peu plus grand. C'est bien ça. T'as un accent mis sur le bien, un étirement. Bien, comme ça. Un suspens avant le ça. C'est pas sans importance. Et ça, oui, enfin, c'est le cas de le dire, ce ça précédé de ce bien, enfin, je sais pas. C'est pas ce qui m'a poussé à rompre, c'est pas ce qu'on pourrait appeler rompre. Hein. J'ai pas rompu. Hein? Oh, j'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon. Juste un peu d'éloignement. Ouais, c'était pourtant une si belle occasion de laisser tomber, de ne plus jamais revoir un ami de toujours, un frère. Hein. Je me demande ce qui t'a retenu. C'est que c'est pas permis, j'ai pas eu l'autorisation. Attends, tu l'avais demandé? J'ai quelques démarches. Mais auprès de qui? Pas auprès de ceux qui ont le pouvoir de donner ces permissions. Des gens normaux, des gens de bon sens, hein, comme les jurés de cour d'assises, des citoyens dont on peut garantir la respectabilité. Mais alors, enfin qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et alors, c'était à prévoir. Mon cas n'était pas le seul. Du reste, il y avait d'autres cas du même ordre, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre époux, entre amis. Qui s'était permis de dire c'est bien ça avec un grand suspens? Non, pas ces mots-là, mais d'autres, même plus probants. Il n'y a rien eu à faire, tous déboutés, condamnés aux dépens. Et même certains comme moi, poursuivis. Poursuivi, toi? Ah oui, à la suite de cette demande, on a enquêté sur moi et on a découvert... Ah. Enfin quoi? Enfin qu'est-ce que je vais apprendre? On a su qu'il m'était arrivé de rompre pour de bon avec des gens très proches, pour des raisons que personne n'a pu comprendre. J'avais été condamné sur leur demande. Par contumace. J'en savais rien. J'ai appris que j'avais un casier judiciaire où j'étais désigné comme celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Ça m'a donné à réfléchir. Et c'est pour ça qu'avec moi, tu as pris des précautions. Rien de voyant, rien d'ouvert. On peut me comprendre. Rompre pour un oui ou pour un non. Tu te rends compte? Maintenant, ça me revient. Ça doit se savoir. Je l'avais déjà entendu dire. On m'avait dit de toi, vous savez, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Il paraît très amical, affectueux, et puis paf! Pour un oui ou pour un non, on ne le revoit jamais. J'étais indigné. J'ai essayé de te défendre et vois que même avec moi, enfin, si on me l'avait prédit, vraiment, c'est le cas de le dire. On me l'avait prédit, vraiment, c'est bien ça. Oh, pardon, je ne l'avais pas prononcé comme il fallait. C'est bien ça. Ouais, voilà, c'est ça. De cette façon, tout à fait. Avec cet accent là mis sur le bien, avec cet étirement là. Oui, je t'entends. Je te revois. Ah, c'est bien ça. Ah, j'ai rien dit. Je ne pourrais jamais rien dire. Non mais si, dis-le entre nous, voyons, dis-le. Je pourrais peut-être comprendre. Ça peut nous faire du bien. Non, mais tu ne comprendras pas. Non, je te le répète, je l'ai sûrement dit en toute innocence. Du reste, je vais être pendu si je m'en souviens.
J'ai dit ça quand? À propos de quoi? Tu avais profité d'une imprudence. Je dois dire que j'ai été te chercher. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, j'y suis allé comme ça, les mains nues, sans défense. J'ai eu la riche idée d'aller me vanter. Oh, j'ai voulu me valoriser. J'ai été auprès de toi. Me targuer de je ne sais quel petit succès. J'ai essayé de grimper chez toi. J'ai voulu me hisser là-haut, dans ces régions que tu habites. Et tu m'as soulevé par la peau du cou. Et tu m'as tendu dans ta main. Et tu m'as retourné. Et tu m'as laissé retomber en disant c'est bien ça. Mais dis-moi, c'est ce que tu as exposé dans ta demande? Ouais, enfin à peu près, je me souviens plus très bien. Et tu t'es étonné d'être débouté? Non, tu sais, en réalité, il y a longtemps que ce genre de choses ne m'étonne plus. Tu as pourtant essayé. Ah ouais, le cas me semblait pas tant. Donc tu que je te dise. C'est dommage. C'est dommage que tu m'en aies pas consulté. Enfin, j'aurais pu te conseiller sur la façon de faire ta demande. Donc là, ça va être un monologue d'un texte moderne qui s'appelle Abilify Leponex. Qui est Non, vas-y, si tu veux continuer. C'est un nom de médicament qui est donné en traitement au schizophrène. De deux médicaments solides. C'est deux Abilify et les Ponex. Voilà, c'est ça. Absolument. Non. Non, laisse. Laisse, je te dis. Il se fout de ma gueule. Il est malade. C'est lui qui est malade, c'est pas moi qui suis malade. Tiens, regarde-le. Regarde-le, il fait son malin. Il se fout de ma gueule. J'avais pas ça avant. Tu te fous de ma gueule, hein? Non, laisse. Il invente des trucs. N'importe quoi. Il veut me faire tourner la tête à l'envers. Ouais, les miroirs, tu sais, moi je les connais. Ouais. T'es fils de merde. T'es pas un vrai miroir. Les vrais miroirs, c'est les yeux des autres. Tes passages secrets. Non, laisse, c'est mon démon. C'est rien, il est entré dans le miroir. Oh, c'est pas la première fois. Un jour, je me suis croisé dans la rue. C'était lui. Il m'a regardé comme ça pendant longtemps. Il m'a parlé, m'a dit des trucs, menacé de mort et tout. Après, il me suivait dans les miroirs. Ah, t'en fais pas, je le reconnais. Je te reconnais. C'est pas comme avant. Avant, il arrivait à m'avoir. C'est pour ça que j'ai enfermé les jumeaux dans l'armoire à glace. C'est pour les mettre à l'abri du démon. Alors maintenant, tu fermes ta gueule. Laisse, il va la fermer. Ah, il va la fermer, sa gueule. Faut faire comme si on le voyait pas. Oh putain, j'avais pas ça avant. Ça pousse. Alex. Pourquoi tu restes là à me regarder depuis des jours et des heures? Hein? De quoi t'as peur? De changer de visage? Toi, qu'est-ce que t'es? T'es de la merde. Ta vie, tes gosses, t'as pas de gosses. Ta vie, t'as mari, t'as pas de mari. Ta vie, ta femme, t'as pas de femme. Tu pues, t'es moche, t'es de la merde. T'es de la merde, tu pues, t'es de la merde. Ta vie, ton passé, t'as pas de passé. Ta vie, tes gosses, t'as pas de gosses. Tu pues, t'es de la merde, tu pues. Je sais pas qui je dois appeler. Dis-moi qui je dois appeler. Alors le prochain texte, c'est un autre monologue de Sarah Cain, dans le livre qui s'appelle Manque. C'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour et c'est en rapport en gros avec l'absence. C'est une déclaration d'amour avec une femme qui le quitte. Voilà. Et je vais vous demander dans l'absence. Ah oui, on a une petite expérience à vous faire faire petite proposition si ça vous va. si ça vous intéresse. Je vous demanderai de fermer les yeux. Le texte dure 5 minutes. Mettez-vous à l'aise et fermez les yeux.
Et je veux jouer à cache-cache. Et te donner mes vêtements. Et te dire que j'aime bien tes chaussures. Et m'asseoir sur les marches pendant que tu prends ton bain. Et te masser le cou. Et t'embrasser les pieds. Et te tenir la main. Et sortir dîner sans m'énerver quand tu manges dans mon assiette. Et te retrouver au Rudy's. Et te parler de la journée. Et taper ton courrier. Et te porter tes affaires. Et rire de ta paranoïa. Et te donner des cassettes que tu n'écoutes pas. Et regarder des films géniaux. Et regarder des films nuls. Et me plaindre de la radio. Et prendre des photos de toi quand tu dors. Et me lever pour aller te chercher du café et des bagels et des feuilletés. Et aller au Florent boire un café à minuit. Et te laisser me voler mes cigarettes sans jamais être fichu de trouver une allumette. Et te parler du programme que j'ai vu la veille à la télé et t'emmener à la clinique des yeux et ne pas rire à tes blagues. Et avoir envie de toi le matin mais te laisser dormir et t'embrasser le dos et te caresser la peau et te dire comme j'aime tes cheveux, tes yeux, tes lèvres, ton cou, tes seins, ton cul, et fumer, assis sur les marches jusqu'à ce que ton voisin rentre. Et fumer, assis sur les marches jusqu'à ce que tu rentres. Et m'inquiéter quand tu es en retard et m'émerveiller quand tu es en avance. Et te donner des tournesols. Et aller à ta fête et y danser à en devenir bleu. Et me trouver désolé quand je suis dans mon tort et heureux quand tu me pardonnes. Et regarder tes photos et désirer t'avoir toujours connu. Et entendre ta voix dans mon oreille, et sentir ta peau contre ma peau, et avoir peur de tes colères quand tu te retrouves avec un œil tout rouge et l'autre bien bleu, les cheveux du côté gauche et ton visage qui prend un air oriental. Et te dire que tu es splendide. Et te serrer contre moi quand tu es anxieuse, et t'étreindre quand tu as mal, et te vouloir, rien qu'à sentir ton odeur. Et te blesser quand je te touche, et gémir quand je suis à tes côtés, et gémir quand je ne le suis pas, et bavoter sur tes seins, et te recouvrir dans la nuit, et avoir froid quand tu tires la couverture et chaud quand tu ne le fais pas, et m'attendrir quand tu souris, et fondre quand tu ris, et ne pas comprendre pourquoi tu penses que je te rejette quand je ne te rejette pas, et me demander comment tu peux bien penser que ça pourrait un jour arriver, et me demander qui tu es, mais t'accepter de toute façon, et te parler du garçon arbre et ange à la fois de la forêt enchantée qui a traversé l'océan parce qu'il t'aimait. Et t'écrire des poèmes. Et me demander pourquoi tu ne me crois pas. Et éprouver un sentiment si profond que je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Et avoir l'idée de t'acheter un chaton. Et j'en serais jaloux parce que tu t'occuperais plus de lui que de moi. Et te garder au lit quand tu dois t'en aller. Et pleurer comme un bébé quand tu finis par le faire. Et me débarrasser des cafards. Et t'acheter des cadeaux dont tu ne veux pas et que je remballe comme d'habitude, et te demander en mariage pour que tu me dises non, comme d'habitude, et que je recommence malgré tout parce que même si tu penses que je ne le souhaite pas pour de bon, c'est exactement ce que je veux depuis ma toute première demande. Et errer dans la ville en trouvant que sans toi, elle est vide, et vouloir ce que tu veux, et me dire que je me perds, mais tout en sachant qu'avec toi je suis en sûreté, et te raconter ce que j'ai de pire, et te donner ce que j'ai de mieux, parce que tu ne mérites pas moins. Et répondre à tes questions quand j'aimerais mieux pas. Et te dire la vérité quand je n'y tiens vraiment pas. Et chercher à être honnête parce que je sais que tu préfères. Et me dire tout est fini, mais tenir encore 10 petites minutes avant que tu ne me sortes de ta vie. Et oublier qui je suis. Et chercher à me rapprocher de toi parce que c'est beau d'apprendre à te connaître et ça mérite bien un effort. Et m'adresser à toi dans un mauvais allemand et en hébreu c'est encore pire. Et faire l'amour avec toi à 3h du matin et peu importe comment, mais communiquer un peu de l'irrésistible, immortel, invincible, inconditionnel, intégralement réel, pluri-émotionnel, multispirituel, tout fidèle, éternel amour que j'ai pour toi. Voilà. Merci. On a voulu vous faire fermer les yeux parce que je trouve que c'est vraiment un beau texte et que avec les yeux fermés comme ça fait, enfin chacun a vraiment sa petite histoire quoi. Donc,
Mais pour sortir un peu de cet état dans lequel Charles nous a plongé, on va tout de suite enchaîner avec un texte de Georges Louis Borges, qui est un auteur espagnol, on s'est traduit. Voilà. Et c'est la rencontre avec un soi plus jeune. C'est-à-dire que, alors moi c'est forcément, moi à 10 ans par exemple. Le fait se produisit en février 1969, au nord de Boston, à Cambridge. Je ne l'ai pas relaté aussitôt car ma première intention avait été de l'oublier pour ne pas perdre la raison. Aujourd'hui, en 72, je pense que si je le relate, on le prendra pour un conte et qu'avec le temps, peut-être, il le deviendra pour moi. Je sais que ce fut presque atroce, tant qu'il dura, et plus encore durant les nuits d'insomnie qui suivirent. Il devait être 10 heures du matin. Je m'étais allongé sur un banc face au fleuve Charles. À quelques 500 mètres sur ma droite, il y avait un édifice élevé dont je ne sus jamais le nom. L'eau grise charriait de gros morceaux de glace. Et inévitablement, le fleuve me fit penser au temps. L'image millénaire d'Héraclite. J'avais bien dormi. La veille, mon cours de l'après-midi était parvenu, je crois, à intéresser mes élèves. Alentour, il n'y avait pas âme qui vive. J'eus soudain l'impression, ce qui d'après les psychologues correspond à un état de fatigue, d'avoir déjà vécu ce moment. À l'autre extrémité de mon banc, quelqu'un s'était assis. J'aurais préféré être seul, mais je ne voulus pas me lever tout de suite, pour ne pas me paraître discourtois. L'autre s'était mis à siffloter. C'est alors que m'assaillit la première des anxiétés de cette matinée. Ce qu'il sifflotait, ce qu'il essayait de siffler, c'était de la musique créole, de la tapera. Vinrent les paroles, celles du premier couplet. La voix n'était pas celle d'Alvaro, mais elle cherchait à ressembler à celle d'Alvaro, et je la reconnus, avec horreur. Je m'approchai de lui et lui demandai « Monsieur, vous êtes uruguayen ou argentin ?» Je suis argentin, mais depuis 1914, je vis à Genève. Telle fut sa réponse. Il y eut un long silence. Je repris. Au numéro 17 de la rue Malianiou, en face de l'église russe. Il me répondit que oui. En ce cas, lui dis-je, résolument, vous vous appelez Georges Louis Borges. Moi aussi, je suis Georges Louis Borges. Nous sommes en 1969 et dans la ville de Cambridge. Non. Me répondit-il avec ma propre voix un peu lointaine. Au bout d'un moment, il insista. Moi, je suis à Genève, sur un banc, à quelques pas du Rhône. Ce qui est étrange, c'est que nous nous ressemblons. Mais vous êtes bien plus âgé que moi. Vous avez les cheveux gris. Je lui ai répondu, je peux te prouver que je ne mens pas, je vais te dire des choses qu'un inconnu ne pourrait pas savoir. À la maison, il y a un maté d'argent avec un pied en forme de serpent que notre arrière-grand-père a ramené du Pérou. Il y a aussi une cuvette d'argent qui pendait à l'arçon. Dans l'armoire de ta chambre, il y a 2 rangées de livres, les 3 volumes de 1001 nuits de Lannes, illustrés d'eau forte et avec des notes en petits caractères entre les chapitres. Une biographie d'Amiel, et caché derrière les autres, un livre broché sur les mœurs sexuelles des peuples balkaniques. Je n'ai pas oublié non plus une fin d'après-midi dans un premier étage de la place du Bourg. Du four. Corrigea-t-il. Parfaitement, du four. Cela te suffit ? Non. Répondit-il. Ces preuves ne prouvent rien. Si je suis en train de vous rêver, il est naturel que vous sachiez ce que je sais. Votre catalogue prolixe est tout à fait vain. L'objection était juste. Je lui répondis, si cette matinée, cette rencontre de rêve, si cette matinée et cette rencontre sont des rêves, chacun de nous deux doit penser qu'il est le rêveur. Peut-être cesserons-nous de rêver, peut-être non. Entre-temps, nous sommes bien obligés d'accepter le rêve, tout comme nous avons accepté l'univers, et comme nous acceptons le fait d'avoir été engendrés, de regarder avec les yeux, de respirer. Et si le rêve se prolongeait ? Dit-il avec anxiété. Pour le calmer, et me calmer moi-même, je feignis un aplomb qui assurément me faisait défaut. Je lui dis, mon rêve a déjà duré 70 ans. En fin de compte, quand on se souvient, on ne peut plus se retrouver qu'avec soi-même. C'est ce qui est en train de nous arriver, à ceci près que nous sommes deux. Ne veux-tu pas savoir quelque chose de mon passé qui est l'avenir qui t'attend ? Il acquiesça sans dire un mot. Je continuais un peu perdu. Voilà. Décidé d'arrêter notre félicitation. C'est un texte que je vous invite à aller lire, ça s'appelle Le Livre de Sable. Et donc c'est dans le Livre de Sable, il y a plusieurs recueils, il y en a un qui s'appelle L'Autre. El Autre. Et c'est vraiment un beau texte mais qui est assez long, et donc on voulait juste venir partager un petit bout ici. Et ça nous a mis sur la piste donc, la rencontre avec Soi plus jeune d'un autre texte qu'on a trouvé, complètement dans un autre univers, mais toujours sur cette rencontre. C'est de Wolinski. Vous connaissez Wolinski. Donc, j'ai rencontré l'autre jour celui que j'étais quand j'étais jeune. Bonjour monsieur. Bonjour petit con. Alors, c'est vous mon avenir. Tu peux être fier de moi.
Si moi, je ne suis pas fier de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. On ne peut pas dire que tu m'as beaucoup aidé. Hein. Tu n'as même pas été fichu d'avoir ton bac. Ouais, je suis pas doué pour les études. Malheureusement pour moi. C'était tout de même plus simple d'avoir 20 ans à ton époque que maintenant. Il suffisait d'avoir des parents assez riches pour te payer des études et tu étais sur le rail, médecin, avocat, ingénieur, architecte. Ah, j'aimerais bien être architecte. Alors il fallait travailler, il ne fallait pas rêver. Quand je pense que j'étais ce petit rigolo là. Ça marche pour vous maintenant? Pas mal, mais c'est à l'homme que je suis devenu que je ne le dois, pas au jeune que j'ai été. Et vous êtes heureux? Mêle-toi de ce qui te regarde. Pourquoi vous faites que m'engueuler là? Parce que je t'en veux de tout le temps que tu m'as fait perdre. Je m'excuse, monsieur. Pas de ma faute. On sait pas ce qu'on veut à mon âge. Tu as gaspillé ma jeunesse comme on gaspille de l'énergie. Mais qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Vous avez pas mal réussi. Je ne suis ni riche, ni aussi puissant que j'aurais pu le devenir si j'avais eu plus de plomb dans la tête. Tu n'as aucune ambition. Encore une chance que tu sois né longtemps avant la pilule, la drogue et la fauche, la déprime, le porno, la télé. Je suis sûr que cela aurait mal tourné. Ah la vache, vous devez pas vous embêter. On n'a pas que ça. On a aussi la crise. Les jeunes d'aujourd'hui sont inquiets, ils ont intérêt à se serrer les coudes, à trouver des solutions à leurs problèmes. Le monde change, personne ne sait comment il sera dans 20 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera ce qu'ils en feront. C'est votre femme ça? T'excite pas. Hein. Ne t'excite pas pour elle, elle a horreur des minets. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, tu n'es pas très doué avec les dames. Hein? J'ai le temps. Ouais, tu crois? Bon, bah c'est pas tout ça, j'ai pas le temps de glander moi, comme toi. Du boulot là. Ouais, bah je faisais juste un tour. Allez, adieu. Au revoir. Donc là, ça va être un monologue de Laurent Godet. Laurent Godet, je ne sais pas si vous connaissez, il a eu le prix Goncourt en 2004 pour Le Soleil d'Escorta. Et en fait, c'est un auteur que j'adore, qui a fait pas mal de pièces et pas mal de romans, et qui est né en 72. Donc, voilà. Et là, c'est un texte, le monologue que je vais vous lire, c'est Dionysos, donc le dieu Dionysos. Ça s'appelle Dionysos le Furieux. C'est tout le long du bouquin. En fait, à la base, c'est un vieillard qui est dans le métro de New York et qui parle à un inconnu. Et il parle de toute sa vie, tout ce qu'il a vécu, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au monde moderne. Et à la fin de ce bouquin, donc là c'est le dernier monologue qu'il va dire, il a rajeuni, il a récupéré toutes les années qu'il a perdues. Le jour se lève et les gens déversés par vagues successives vont affluer de nouveau. Tout New York va s'ébruiter de 1000 petits étirements. Des milliers et des milliers de réveils, horloges, radio-réveils, sonneries d'école ou de réveils téléphoniques vont sonner l'heure du branle-bas combat. Et toi aussi, camarade, tu vas te lever. Quitter ce qu'est sale et te fondre dans la foule du jour. Car il faut bien manger, n'est-ce pas? Les premières odeurs de friture remplissent les restaurants. Dans les cafés, derrière les comptoirs, les machines, comme des dragons d'acier, expulsent des nuages de vapeur brûlante. Café, thé, breakfast. New York se frotte les yeux et se secoue l'arête dorsale comme un cachalot d'asphalte et de verre qui s'ébroue avant la première plongée. Nous avons parlé toute la nuit, camarades. Il est bientôt 7 heures. Et quand bien même nous voudrions continuer à parler, toi et moi, nous ne le pourrions pas, car le bruit des rames et celui des milliers de pas qui toutes les 4 ou 5 minutes viendront fouler le quai dans un vacarme de manifestation couvriraient nos voix et rendraient notre échange impossible. Je vais me lever aussi. Mes jambes ne tremblent plus sous mon propre poids. Les 1000 petites rides qui couvraient ma peau ont disparu. Il reste encore les grandes rides d'Aco, de tristesse, qui découpent mon visage en plusieurs continents. Je vais me taire tantôt, car je ne veux pas rajeunir au-delà, mais garder toujours sur le visage le souvenir tailladé de Selena. Regarde New York, regarde tous ces visages, les immigrés ont faim, grelottent de froid et de frustration. Je vais me fondre dans cette ville que j'aime, parce que New York a été construite pour moi. Je vais me mêler à tous ces nègres et ces négresses, tous ces parias que la ville essaie de cacher sans y parvenir. Parce que j'ai en haine ces petits blancs qui se blottissent bourgeoisement les uns contre les autres, dans des quartiers où les avenues sont propres et ombragées. J'aime moi aussi la peau d'ébène. J'ai vu dans les quartiers noirs la beauté svelte des femmes. J'ai su immédiatement que c'était là mes femmes. Si tu en croises une, un jour, camarade, si elle t'invite à la suivre et à lui faire l'amour, accepte sa fièvre et honore-la. Tu murmureras mon nom dans ses cheveux. Vos corps se consumeront et elle t'apprendra ce qu'est le sucre musqué de la vie. Je pourrais te dire que je n'ai jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, que mes compagnons n'ont jamais été aussi nombreux.
Il suffirait que je le veuille pour que nos danses barbares reprennent, que les ghettos s'enflamment comme s'enflamment autrefois les rues de Babylone. Je pourrais te dire que je suis aujourd'hui le plus puissant des dieux, et cela est vrai car mes hommes se comptent par millions. Je pourrais te dire que je suis Onisos, et j'ai le pouvoir de magnétiser toutes ces femmes à nouveau, pour que la nuit ne soit plus ce qu'elle est, un œil mort, la bouche éteinte d'un moribond, pour que la nuit grouille et crépite, qu'on ne passe plus dans les rues sans entendre de chaque fenêtre, de chaque chambre, des cris secoués de jouissance. Le vagin des femmes pourrait couler à nouveau, océan de foutre, de larmes et de vin, je pourrais, mais le monde m'a oublié. Qu'il ne pense pas m'avoir battu, car aucune bataille n'a été livrée. Le monde m'a oublié, peu importe. Je choisirai le jour où me rappeler à sa mémoire. Ce sera mon triomphe. Et les tours colosses de New York se cabreront sous la puissance de mon rire. En attendant ce jour, de ces hommes et de ces femmes qui n'ont rien et ne sont rien, je suis le témoin. Onisos est celui qui les aime. Je n'ai ni or ni repos à leur offrir, juste le partage du regard émigré. J'embrasse cette foule de parias, et je connaîtrai bientôt le visage de chacun d'entre eux. Et lorsque les miens crèveront, comme ils crèvent tous depuis des milliers d'années, sans personne pour leur fermer la bouche, avec comme dernière odeur sur les vêtements et sur la peau la puanteur tenace de la rue, je me pencherai sur lui avant qu'il ne meure. Je prononcerai son nom à voix basse, et je lui dirai qu'Onisos est là, qu'il le connaît, et le voit disparaître. Voilà. C'est toujours pas très folichon. Non, je voulais juste redire quelque chose sur le texte que Charles nous a lu tout à l'heure quand vous aviez les yeux fermés. Donc l'auteur, Sarah Kane, c'est une femme un peu torturée aussi. Pour la petite histoire, c'est assez intéressant. Elle avait ce qu'elle appelait ses démons de la nuit, qui venaient la réveiller tous les jours à 4h24, je crois. 4h48, voilà. 4h48. Donc toutes les nuits, elle se réveillait à 4h48, donc elle en parle souvent de ces démons-là. Elle était un peu torturée. Et peu après l'écriture de ce livre, Manque, elle s'est suicidée, elle s'est pendue dans les toilettes de l'hôpital psychiatrique dans lequel elle était enfermée. Elle a écrit un dernier texte avant de mourir qui justement relate, qui parle justement de ce suicide qu'elle va faire. Qu'elle va accomplir. Elle est morte avant. Voilà, tout ça pour Ouais, dire que super. c'est un environnement très très gai que les auteurs contemporains de théâtre aiment. Et là, pour enchaîner, on va plus gai, bien sûr, on va passer sur une pièce de Ionesco, Macbeth. qui est la reprise de Macbeth de Shakespeare. Et donc dans laquelle on va jouer deux généraux d'un roi qui vont se soulever contre lui et prendre le pouvoir. Petit à petit, ils s'entretueront tous, mais on va raconter la fin de la pièce, on n'est pas là pour ça. Non, je vous le dis ouvertement, je pensais que Lady Duncan était une femme frivole. Je m'étais trompé. Elle est capable de passion profonde, c'est une femme active, énergique, vraiment. Elle est philosophe. Elle a des vues très larges sur l'avenir de l'humanité sans tomber dans l'irréalisme utopique. Ah, c'est possible, je vous crois. Les gens se révèlent difficilement, mais une fois qu'ils vous ont ouvert leur cœur... En tout cas, je suis heureux d'avoir pu m'entretenir avec vous, depuis le temps qu'on nous courons l'un après l'autre, comme le chien après sa queue, ou le diable après son nom. C'est bien dit. Elle n'est pas très heureuse dans son mariage. Duncan est dur. Il la maltraite, ça lui fait beaucoup de peine. Elle est si délicate et puis il est morose, grognon. Lady Duncan est très enfant, elle aime jouer, s'amuser, folâtrer. Ce n'est pas que je veuille me mêler de ce qui ne me regarde pas. Oh, bien entendu. Bon, loin de moi l'idée de vouloir calomnier le roi ou d'en médire. Non, je vous suis. L'archiduc est très bon et très loyal. Et généreux. Vous savez combien je suis attaché à sa personne. Oh, et moi donc. Bon, bref, c'est un monarque parfait. Oui, presque parfait. Bon, dans la mesure évidemment où la perfection est possible en ce monde. C'est une perfection qui n'exclut pas certaines imperfections. Perfection imparfaite, mais perfection tout de même. Personnellement, je n'ai rien à lui reprocher. Il ne peut être question de ma personne. Il ne peut s'agir que de notre cher pays. Oh, c'est un bon souverain. Il devrait pourtant prêter l'oreille à quelques conseillers désintéressés. Comme vous, par exemple. Oh, comme vous et moi. Certainement. Il est un peu absolu. Très absolu. Oh, c'est un monarque absolu. L'absolutisme à notre époque n'est pas toujours le meilleur système de gouverner. Et Duncan est Têtu comme un âne. Mais on peut venir à bout de tous les entêtements si l'on veut.
avec force. Ah oui, avec force! Oui, il m'a donné des terres, bien entendu, mais il conserve son droit de chasse sur mon domaine. Il paraît que c'est pour les dépenses de l'État. Oh, qu'il dit! L'État, c'est lui. De mon domaine, qu'il n'a pas augmenté. Il me prend 10 000 volailles par an, avec leurs œufs. Mais c'est inacceptable. J'ai combattu pour lui, vous le savez, à la tête de mon armée personnelle. Il veut l'intégrer dans son armée. Mes propres hommes qu'il pourrait lancer contre moi-même. Aussi contre moi-même. J'ai jamais vu ça. Jamais depuis que mes ancêtres... Que mes ancêtres aussi. Avec tous ceux qui fouillent et qui farfouillent autour de Lui lui, s'engraisse à la sueur de notre à la graisse de nos volailles, de nos brebis, de nos cochons, de cochons, de notre pain, et avec le sang que nous avons versé pour lui. les périls dans lesquels il nous engage, 10 000 volailles, 10 000 chevaux, 10 000 jeunes gens, qu'est-ce qu'il en fait? Il ne peut pas tout manger, il reste pourri. et 1000 jeunes filles. Ah, ça, les jeunes filles, nous savons bien ce qu'il en fait. Il nous doit tout, Bien plus encore. sans compter le reste. Mais mon honneur, Ma gloire, mes droits ancestraux, mon bien, le droit d'accroître mes richesses, l'autonomie, le seul maître de mon espace, il faut l'en il expulser. faut l'expulser de partout. Ah bah dans le camp. Ah bah d'accord, Il faut l'abattre. j'allais vous le proposer. Nous partagerons la principauté, chacun aura sa part. Je prendrai le trône, je serai votre souverain, vous serez mon vizir. Oui, le premier après vous. Le troisième, car ce qu'on doit faire n'est pas facile, nous serons aidés. Il y a une troisième personne dans le complot, c'est Lady Duncan. Ça alors. Oh, d'accord. Heureusement. Elle est indispensable. Voilà. Et donc le suivant, parce que... On va repartir dans du un peu plus glauque. Non, mais non. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais laisse faire un peu. Je laisse. Donc là, c'est un monologue. C'est notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Ah, et dans le titre, c'est. Voilà. Donc c'est de Stig Dagerman. C'est un texte du 19e. Suédois. Qui lui aussi, bizarrement, écrivait beaucoup. Il produisait énormément. C'était un des auteurs les plus en vue de son époque. Puis du jour au lendemain, il s'est arrêté d'écrire. Et puis quelques temps après, il s'est suicidé. Ça veut dire, pour encourager les jeunes auteurs. Je suis dépourvu. Je recommence. Oui, du début. Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux ou du rationaliste, ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n'en était pas un, lui aussi entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir, dans la forêt, je tire. Souvent je n'attends que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis un poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander. Puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être convié, et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, faisant aussi mauvais usage que toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort, à leur tranche. Je file du rasoir et bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté par les bouches avides de la gourmandise, de l'autre par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et l'ascèse, même si je dois pour cela subir le supplice du gril de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse, le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation, ne prenant pas en compte ma liberté, est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « Perds confiance, car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits », la fausse consolation me crie « Espère, car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours ». Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mot d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui l'illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient.
Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule, et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Le prochain texte, on va vous le jouer, c'est un texte de Sartre, et c'est Nekrasov. C'est Nekrasov. Nekrasov de Jean-Paul Sartre. Tu fais une petite présentation ou... Oui, peut-être. Alors, voilà, moi je suis un escroc. Un escroc qui, en fait, les flics se sont rendus compte que c'était un escroc et sont à ses trousses, et il va pour se jeter dans la Seine. Moi, je suis un clochard. Voilà, bien joué. Et le clochard va me sauver alors que je m'en Bon, vais on pas verra ça. vraiment. On verra. Et donc voilà, ça ce sera la scène parce que Sinon, on joue avec vos pieds, tout ça. pauvre con. Ah bah voilà. Tu te prends pour qui? Pour la Providence? Bah, j'avais cru que... De quoi? La nuit est claire comme le jour, tu pouvais pas te méprendre sur mes intentions, j'avais l'intention de mourir. Êtes-vous tombé si bas, vous ne pouvez même... Êtes-vous tombé si bas? Oh merde, j'oublie le texte. Êtes-vous tombé si bas? C'est pas grave, vas-y, laisse-toi, on va recommencer. Oh, pardon. On aime bien faire ça parce que comme ça, quand on va en déplacement, tout ça, on fait ça, comme ça les gens ont l'impression d'assister à une répétition. Ça rend la chose vivante. Êtes-vous tombé si bas, vous? C'est pas grave, hein. Ah, mais dans ces moments-là, il peut paraître un peu méchant, mais c'est un garçon super. Merci. Pauvre con. Voilà la gratitude humaine. Tu te prends pour la Providence? Ah bah, vous avez cru là. Vous pouvez même plus respecter la dernière volonté d'un mourant. Mais vous n'étiez pas mourant. Si, puisque j'allais mourir. Ah bah, vous n'alliez pas mourir puisque vous n'êtes pas mort. Je ne suis pas mort parce que vous avez violé ma dernière volonté. Laquelle? Celle de mourir. C'était pas la dernière. Si. Bah non, puisque vous nagiez. Bon. La belle à force, la belle affaire, je nageais un petit peu en attendant de mourir. Tout était prévu, tout sauf qu'un vieillard ivrogne irait spéculer sur mes plus bas instincts. Ouais, je pensais pas mal, hein. C'est bien ce que je te reproche, tout le monde pense à mal. Tu pourrais pas te contenter de faire comme tout le monde? Hein? Si tu avais pensé à mal, tu aurais attendu gentiment que je coule. Après, tu serais monté sur le pont et tu aurais récupéré mon sac et tu aurais fait 2 € moi qui serais mort et toi qui aurais gagné 3000 francs. 3000 francs? 3000 au bas mot, peut-être 4. Il y a 3000 francs, ça. Reste ici, tant que je vis, mes vêtements m'appartiennent. Ah oui. C'est là. As-tu compris, imbécile, ton intérêt c'était que je meure. Non mais ça je le savais, mais je me souciais du vôtre, ok. Menteur. Oh, tu mens. Non. Non, tu mens. Tais-toi, je cogne. Mais cognez si vous voulez, moi je mens pas. Il aurait fallu... Je connais toutes les bassesses du corps humain, il aurait fallu que je tombe le jour de ma mort sur un être humain qui me dise qu'il a voulu me rendre service. Personne, entends-tu bien? Personne ne rend service à personne. Encore heureux, sais-tu bien que je serais ton obligé. Ton obligé, moi. Tu vois, j'en ris. Ôte-moi d'un doute. Penses-tu que je te donne la vie? Réponds. Non. À qui est-elle, ma vie? À vous. Oh!
Il n'y a personne d'autre. Oui, oui, c'est ça. Alors, je veux savoir, pourquoi tu m'as sauvé la vie hein? L'argent, tu croyais que j'allais t'en donner? C'est ça? Normalement, quand on meurt, c'est qu'on n'a pas 3000 balles dans son sac. Je vais voir autre chose. Parbleu, mais c'est que tu es un monstre d'orgueil. Moi. Tu t'es dit, voilà un homme bien pris, bien mis, dont le visage, sans être régulièrement beau, respire l'intelligence et l'énergie. Assurément, ce monsieur sait ce qu'il veut. S'il a décidé de mourir, ce doit être pour des raisons capitales. Eh bien moi le cloporte, moi la limace à la cervelle pourrie, moi je vois plus clair que cet homme-là, et je décide à sa place qu'il vivra. Ce n'est pas de l'orgueil, ça hein? Néron arrache les esclaves à leurs épouses pour les jeter aux poissons, et toi plus cruel que lui, tu m'arraches aux poissons pour me jeter aux hommes. T'as-tu seulement demandé ce qu'ils voulaient faire de moi, les hommes? Hein? Pauvre France, que va-t-elle devenir si ces clochards s'offrent des plaisirs d'empereur romain? D'empereur romain, votre jouissance suprême, c'est de faire manquer leur mort à ceux qui ont manqué leur vie, c'est ça? Hein? Tapis dans l'ombre, vous guettez les désespérés du jour pour tirer les ficelles. Hein? Ne fais pas l'innocent, Caligula! Des ficelles, nous en avons tous, et nous dansons quand on sait les tirer. Je suis bien payé pour le savoir, j'ai joué 20 ans à ce jeu-là. Oui, seulement moi j'aurais pas été m'attaquer aux fils séduits, aux pères de famille au chômage. Moi j'allais chercher les riches chez eux, au fait de leur puissance, et je leur vendais du vent. La vie est une partie de poker où la paire de 7 peut battre le carré pointu, puisqu'un Caligula de la Pouille peut me faire danser au clair de lune. Moi qui manœuvrais les grands de ce monde, je vais aller me noyer. Bah, dis-le. Bonsoir. On va poursuivre après ce petit moment un peu de folie par le dernier texte de cette soirée. Qui est tiré de la même pièce Abilify où le schizophrène face à sa glace. Abilify l'Eponex. Alors oui, une petite note aussi par rapport à cette pièce. C'est une pièce qui a été écrite, donc l'auteur a un proche qui a travaillé pendant très longtemps dans des hôpitaux psychiatriques et qui a relevé plein de phrases de patients, des anecdotes, des pensées. Et donc cette pièce est partie de... Pour l'écriture, il s'est inspiré de tous ces carnets. Donc c'est-à-dire que les histoires qui sont dans cette pièce, j'encourage à lire d'ailleurs, je vous donnerai les références si vous voulez, sont pour la plupart des histoires vraies. Par exemple, il y a un mec à un moment qui a l'impression de se faire planter par un couteau dans le dos tout le temps. Ça part de la tête, ça descend dans le dos, tout ça claque, il a l'impression, vraiment, il sent que tout s'ouvre pour que ses pensées soient à l'air libre. Donc ça, quand ça le prend, et ça lui fait super peur, donc le mec il s'est emballé dans du papier cellophane, tout autour de son corps, pour pas pouvoir s'ouvrir. Et c'est un mec qui a vécu comme ça pendant 2 ans, qui avait des espèces de pourritures un peu partout sur le vide et tout, parce que... Voilà. En fait, on a vu plusieurs fois cette pièce jouée par la troupe qui a écrit aussi ce texte. Voilà. Et c'est le dernier texte que vous aurez ce soir, désolé. Ça va pas se jeter dans la tête. Mon père, vous qui êtes au plus haut des cieux, pardonne-leur. Ils ne peuvent pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Moi, je ne sais pas parler. Les autres, les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Elle, peut-être, mais elle, c'est trop tard. Elle, c'est fichu. Elle, c'est pas possible. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends-moi dans tes bras. Ceci est mon corps. Emmène-moi au-dessus de la souffrance. Au-dessus de la souffrance, je deviendrai un arbre. Si tu le veux bien, mon père, je deviendrai un arbre. Je prends sur moi tous leurs péchés, mon père. Moi, je ne sais pas aimer, alors aime-les pour moi. Aime-les comme je les aime. Comme mes propres fils. Que j'aurai un jour. Dans une autre vie. Et leur vie à elles sera belle et heureuse avec plein de fleurs et des pains au chocolat, une petite frange au-dessus des yeux et on fera du vélo. Comme une vraie famille.
meurt-on quand on est crucifié? De quoi meurt-on quand on est crucifié? De suffocation. Et merci d'avoir pris le texte que j'aimais bien, Oui, que dont Sarraute. vous avez parlé de Sarraute. que Ouais, bah, j'aime c'est tellement. assez intéressant, c'est assez marrant à jouer. Oui, oui, certainement. En tout cas, c'est d'une subtilité, d'une finesse ce texte. Ouais, Enfin, ouais. voilà. Et vous avez lu aussi l'autre texte? Ouais, je l'ai vu. Mais entre les deux, j'ai préféré celui-là. Point oui, point non. Ouais. Je sais pas. Bah, elle est là, c'est aussi le thème de l'autre. Ouais. Oui. Avec l'idée que l'autre a dans la tête une idée qui n'est pas la nôtre et qu'on ne supporte pas. Mais oui, oui, c'est. Mais je en tout trouve- cas, c'était plus. En tout cas, à deux. Oui, oui, C'était plus oui. difficile à. Oui, 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 probablement. Mais Nathalie Sarraute a, je trouve, la capacité d'analyser justement ce qui se passe entre deux individus avec une subtilité qu'on trouve Ouais, c'est rarement ça, ailleurs. les relations dans le texte, rien que dans le texte, les relations sont vachement explicites. Quoi. Ah oui. Même ne serait-ce qu'en lecture, comme ça, c'est que du bonheur, les petites phrases, les petits mots. Et puis cette façon d'approcher comme une traque, d'approcher la vérité petit à petit, Ouais, c'est assez extraordinaire. C'est vraiment, oui, c'est une traque, c'est exactement ça. En tout cas, on est Ouais. super. J'ai fait une photocopie Ouais, voilà. de l'intégralité des textes Ah, en c'est 3 super exemplaires. ça. Merci, Si vous vraiment voulez merci. faire passer pendant le repas et Ah, bah c'est génial. Ouais. Et Alors, puis, on effectivement, espère que ça vous a plu, que ça vous a pas donné envie de vous suicider. C'est vrai qu'après réflexion, c'est vrai que c'était un peu dark. C'était un peu noir, oui, c'est vrai. C'était pas voulu. Bah, vous avez quand même une bonne humeur et un enthousiasme qui finalement nous libère ou nous empêche d'avoir envie d'aller dans la scène après. Vous auriez été Surtout la scène, c'est sinistre, loin. je ne sais pas. De toute façon, on savait, hein, l'enfer c'est les autres. hein. Peut-être que vous auriez pu mettre un peu plus de textes d'amour, ou je sais pas, Oui, mais c'est vrai. c'est possible. Mais après, on Mais est c'est- rentré dans notre univers, après, nous Oui. sommes plus les trucs un peu. Non, ce qui est très Ah, bien, c'est c'est même de pas faire ça. connaître des textes qu'on ne connaît pas. Enfin, déjà, Non, c'est qu'en fait, on a c'est fait pas, vraiment et ça, plein de lectures. Ouais. Et après, on a recoupé un peu tous les textes sur lesquels on avait envie de bosser là-dessus. On voulait pas en prendre trop. En fait, c'était un peu le flou pour nous à la base de c'est faire un pas travail comme facile, ça. C'est la première fois qu'on j'imagine. faisait ça. Oui, oui. Et ça a été assez intéressant pour nous de voir déjà tous les textes qu'on pouvait proposer et puis ce qu'on pouvait en faire, tout ça. Non, ça a été assez cool. Et puis si on vous avait fait découvrir des textes, alors. Mais oui, justement, moi je suis très contente parce que je pense que c'est le cas d'autres aussi. Il y a des auteurs que je ne connaissais pas, dont je connaissais les noms simplement, Oui. mais donc je donne envie d'aller voir les textes. Ouais, voilà, il y a des univers qui sont. Sarah Kane, tout ça, c'est très très glauque, mais des trucs qui se lisent dans la nuit, tout ça, et ça plonge dans un univers vraiment. Alors après, voilà, il faut pas faire des foufou ou quoi, mais ça plonge vraiment dans un univers, c'est l'univers de cette femme dont toute la vie a été une espèce de souffrance, mais qu'elle raconte super bien, quoi. Enfin, elle nous fait vivre le truc. Même Ouais, c'est ça, on souffre avec elle, quoi. Quand elle se suicide, tu dis ah, enfin. Même je pense au Büchner, c'est quand même un auteur classique, je sais plus quel siècle, mais ça se lit super facilement. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça se vachement bien. Mais même le Marivaux, ce qu'ils disent sur les Ça femmes, là, régale. le Le Marivaux, Marivaux, c'est complètement actuel. quoi. magnifique. Tellement vrai. Oui, ça c'est. Mais Marivaux, ça reste un très très bon. Les nuances, d'ailleurs, jouer Marivaux, ça doit être facile parce que il y a tellement de sentiments différents dans un personnage en même temps. Vous avez des questions peut-être ou quelque chose? Bon, mais est-ce que vous recommencerez sur un autre thème? Avec plaisir. L'autre, c'est vrai que c'était vaste, hein, quand même. Peut-être. Au début, on s'est dit, est-ce qu'on est hors sujet?
Mais ouais, avec un grand plaisir. Est-ce que c'était un thème imposé? L'autre, oui. Oui. Par, C'est le thème de l'année. par vous-même? Ah oui, Oui, d'accord. oui. Je trouvais que ce serait intéressant effectivement de les canaliser sur ce thème-là. Mhm. Et que pour eux, c'était la possibilité, enfin ça c'est peut-être mon côté un peu pédagogue, mais c'était la possibilité de faire des recherches et qu'ils allaient prendre plaisir à faire des recherches sur un thème précis. Et puis ça correspondait à ce que je voulais faire aussi. Oui. Voilà, par rapport. Alors bon, je dis bien que dans Passerelle, le but c'est quand même de booster la vie. Mais, Voilà. mais On a boosté la vie au suicide. non, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et puis c'est vrai que ça va nous donner des tas d'idées. Et je pense que voilà, pour l'année prochaine, on peut peut-être envisager un thème ensemble. Ouais, avec plaisir. Ça va avoir les agendas de l'année prochaine. Mais ouais. Et vous pourriez peut-être prendre un certain plaisir aussi, mais à voir, à essayer de créer un texte qui fasse lien complètement, comme a fait, bon, la comparaison est quand même effectivement magnifique, mais comme faisait Jean-Louis Barrault par exemple. Et, à vrai dire, c'est ce qu'on a commencé à faire. Oui, Et, c'est un bon boulot. le truc, c'est que le boulot d'écriture, moi, j'arrive pas encore parce que si c'est pas bien, si je trouve que c'est pas nickel ce que j'écris, bah, je refuse complètement de faire lire ou de faire. Et donc, du coup, c'était ce qu'on voulait faire à la base. On voulait vraiment trouver un moyen, soit écrire tout un texte qui amènerait, faire ce que vous dites, quoi, faire une sorte de fil rouge, qu'on fasse un spectacle du début à la fin, quoi. Mais ouais, enfin, moi, pour ma part, le boulot d'écriture, pour l'instant, il faut que je sois vraiment très très satisfait de moi pour pouvoir le faire non, mais lire. c'est un gros travail, c'est vrai. Ouais, c'est un peu compliqué. Simplement, si je vous parle de ça, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, on a un public, enfin là je ne parle pas d'ici, mais de gens extrêmement désireux de ce type de petits spectacles. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y en a au théâtre de plus en plus lecture, de plus en plus, voilà. Et je me dis que pour vous, si vous avez envie de créer quelque chose, ça peut être un point de départ intéressant, peut-être plus intéressant aujourd'hui que de vous lancer dans une pièce de théâtre en entier, voilà. Ça paraît complètement différent. Oui, c'est complètement différent. Oui, parce qu'il y a la création aussi. Mais, en même temps, je trouve ça- Non, c'était très intéressant. Bon, et ben un grand merci. Ouais, merci. On va dîner, Merci.